Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue si vous nous rejoignez pour ce nouvel atelier VitaCrea qu'on a intitulé Comment bien structurer son modèle d'affaires. Alors ce matin, on a déjà exploré des questions importantes dans un parcours entrepreneurial. On vient de laisser nos 4 témoins précédents qui nous ont notamment évoqué les qualités personnelles, les compétences, les défis auxquels un entrepreneur peut être confronté. Maintenant, on va plonger un peu plus profondément dans la structuration de votre modèle d'affaires et pour vous aider en fait à poser des fondations solides pour votre projet de création ou de reprise. Structurer un modèle d'affaires, c'est construire la colonne vertébrale de son entreprise. Ça passe, on le verra, par la définition d'une proposition de valeur ou encore l'identification de ses segments de clientèle. Et donc avec les conseils et les retours d'expérience de nos experts, de nos témoins, on espère que vous allez repartir de cet atelier avec une feuille de route, peut-être un peu plus claire, des étapes concrètes pour bâtir ce fameux modèle d'affaires. Donc on va avoir le plaisir d'accueillir sur cet atelier 2 experts et 2 chefs d'entreprise qui vont tout de suite se présenter et on va commencer par Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Nicolas. Donc Audrey Bourriaud de la CCI Saône-Doubs. La CCI Saône-Doubs intervient sur le département du Doubs et de la Haute-Saône. À la CCI, j'accompagne le porteur de projet sur son projet de création ou de reprise d'entreprise. Donc on va accompagner toutes les personnes qui ont une simple idée ou un projet un peu plus construit dans les différentes étapes pour les mener à la création et à donner vie à ce projet. Merci Audrey. On accueille également Étienne. Bonjour Étienne, bienvenue. Bonjour Nicolas, merci de l'invitation. Donc Étienne Giraud, moi je suis créateur et co-gérant d'une société qui s'appelle Coedia, société qu'on a créée il y a maintenant un peu plus d'1 an avec un associé qui s'appelle Denis Tondu. La société Coedia, qu'est-ce qu'on fait? Donc on intervient en tant que cabinet de conseil RH et organisme de formation sur le champ du handicap. Et plus spécifiquement, on a une spécialisation marquée sur tout ce qui va être problématiques de santé mentale et troubles psychiques en emploi. Voilà. Étienne, ton entreprise intervient où Alors, on intervient principalement en Bourgogne-Franche-Comté, mais on se déplace partout en France. Eh bien, merci. On accueille également Bofa. Bonjour Bofa. Bonjour Nicolas, merci pour l'invitation également. Je suis la fondatrice gérante de l'épicerie Les Délices de Mimi et Soria, qui est basée à Quetigny. Notre activité, c'est la vente de produits alimentaires et non alimentaires asiatiques, du traiteur à emporter et des animations d'ateliers culinaires. Eh bien, merci Bofa. Et on va terminer par Sophie. Bienvenue Sophie, bonjour. Bonjour Nicolas. Donc moi je m'appelle Sophie Rebout et je suis enseignante-chercheur à l'école de commerce de Dijon, la Burgundy School of Business. J'y enseigne des cours sur les PME, sur leur stratégie et sur leur innovation. Et puis je mène aussi des recherches sur les mêmes thèmes, PME, stratégie et innovation, ce qui m'amène à évoquer les questions de business model assez souvent. Eh bien, merci à tous les quatre d'être présents sur le plateau pour cet atelier. Moi, je vous invite à vous installer très confortablement et puis à poser toutes vos questions, à réagir dans le chat YouTube. Et on va démarrer tout de suite avec toi, Sophie. On va commencer par peut-être poser le périmètre de cet atelier. Quand on parle modèle d'affaires, business model, en fait, qu'est-ce que c'est ? Alors le business model, qu'on traduit de temps en temps par modèle d'affaires, effectivement, c'est la représentation de l'ensemble des choix stratégiques d'une entreprise. Et c'est le fait de poser clairement, souvent graphiquement, les différents choix qu'on fait en matière de, tu l'as dit tout à l'heure, de proposition de valeur, de clients à qui on cherche à apporter cette proposition de valeur, mais aussi de ressources et de compétences dont on dispose en tant qu'entrepreneur ou en tant qu'entreprise pour proposer cette valeur, et puis de tout un tas de briques qui vont être complémentaires de ces 3 premiers éléments que j'ai mentionnés pour pouvoir faire fonctionner l'entreprise et qu'elle soit à même, cette entreprise, d'apporter une valeur qu'on a choisie à un client qu'on a choisi avec des ressources dont on dispose. Merci pour cette définition. Sophie, Audrey, je me tourne vers toi. En quoi c'est important quand on est créateur d'entreprise, repreneur, on a son idée en tête de se poser et de travailler ce fameux modèle économique? Ouais, alors je vais reprendre tes termes, effectivement, se poser, parce que le plus souvent, le porteur de projet, il arrive en face de nous, il a une idée, il en a beaucoup dans la tête. Il a déjà réfléchi, étudié, regardé sur le net beaucoup de choses, mais rien n'est posé, rien n'est écrit. Donc dans l'accompagnement, le conseiller en face du porteur de projet va lui proposer par le biais du business model d'écrire
tout ce qu'il a en tête ou tout ce qu'il souhaite développer dans son futur projet de création de reprise d'entreprise. Et c'est un outil qu'on peut utiliser en création ou en reprise. Voilà, peu importe le type de projet, l'outil est bénéfique. Et moi, je le présente au tout début de l'accompagnement. Et c'est vraiment de dire, on va poser les choses et vous libérer un petit peu de ce que vous avez en tête. Merci Audrey. Je vais me tourner vers nos 2 chefs d'entreprise. Peut-être je vais commencer par toi, Étienne. Ce fameux modèle économique, quand tu étais au tout début de ton projet, on va remonter un peu dans le temps. Comment tu as abordé ça ? Alors comment j'ai abordé ça ? J'étais déjà persuadé qu'il fallait que je me fasse accompagner. Voilà, pour reprendre un peu mon parcours, je suis passé très rapidement. Moi, j'ai fait une école de commerce, alors il y a quelques années maintenant. Après, j'ai travaillé pendant une quinzaine d'années dans le secteur du handicap. J'ai fait de la gestion de projet, j'ai été manager, j'ai fait pas mal de choses. La création d'entreprise, je voyais à peu près ce que c'était. Mais pour autant, j'étais persuadé qu'il ne fallait pas que je reste seul. Pourquoi ? Parce que j'avais une idée, j'imagine qu'on reviendra dessus peut-être un peu plus en détail après. J'avais cette idée, un peu comme beaucoup de personnes, en se disant je suis persuadé que ça peut marcher. Je vois qu'il peut y avoir des clients derrière, proposition de valeur. Je sais que j'avais des clients, je vois à peu près où j'allais. Mais pour autant, je n'avais pas qu'une seule idée. Là, en arrivant sur le plateau, j'ai croisé la conseillère qui m'a accompagné. Je pense que si elle regarde ça, elle va bien rigoler parce que quand je suis arrivé, j'avais tout plein d'idées, ça partait dans tous les sens, c'était assez compliqué. Et l'idée de pouvoir vraiment travailler sur une méthodologie, c'est de la gestion de projet, Audrey vient de le dire, méthodologie structurante, ça permet vraiment de pouvoir petit à petit restructurer ses idées. Ça paraît bateau de le dire, mais la fameuse méthode de l'entonnoir, j'arrive avec tout plein d'idées et puis finalement je resserre grâce à une méthodologie, à quelque chose de relativement éprouvé pour savoir où je vais après. Et on pourra y revenir ensuite, mais c'est quelque chose, en tant que chef d'entreprise, qu'il faut avoir quotidiennement en tête, parce que finalement, on n'est jamais sûr de ce qui va se passer demain. Voilà, grosso modo, pour moi, le plus important là-dedans, c'est la méthodologie qu'il faut retenir. Merci Étienne. On reviendra effectivement sur 2-3 choses que tu as évoquées. Bofa, je me tourne vers toi. Toi, quand tu es arrivé, tu avais certainement une idée en tête. Comment tu as abordé ce sujet du modèle d'affaires ? Comment tu as structuré ton idée ? Tu t'y es pris comment ? Alors en fait, j'avais cette idée déjà dans la tête depuis que j'avais quitté le commerce, parce qu'en fait, à la base, j'étais issue d'une formation dans le commerce en alternance. J'ai travaillé pendant 10 ans en grande distribution alimentaire et puis du coup, j'avais déjà cette envie, cette idée de créer une entreprise. Voilà, après, il y a eu des événements personnels qui ont fait que je me suis réorientée sur la gestion des ressources humaines. Et donc après, quand j'ai voulu être dans cette création d'entreprise, j'ai vraiment souhaité être accompagnée parce que même si voilà, je disposais de toutes les compétences, que ce soit en matière de formation ou de compétences métiers, du coup, pour moi, il était quand même nécessaire d'avoir un accompagnement derrière. Déjà pour convaincre aussi les banquiers, notamment, donc tous les investisseurs éventuels, et puis en même temps, ça permet aussi de se conforter dans ce qu'on a en tête et finalement ça devient une feuille de route pour toute la création d'entreprise de A à Z finalement. Merci, je vous demanderai ensuite après, mais je vais me tourner vers Sophie sur comment ça a pu évoluer aussi au départ. Sophie, je suis créateur d'entreprise, je suis repreneur, je suis en train de regarder comment je m'y prends, par quoi je commence. Quelle première question peut-être je me pose pour travailler ce modèle d'affaires ? Alors c'est une bonne question parce qu'en fait, ça dépend beaucoup de où tu pars et de d'où tu pars. On l'a entendu avec les exemples, le vôtre enfin le tien et le tien. On peut partir parfois d'une idée de quelque chose qu'on a proposé et on est persuadé que quelqu'un va trouver ça intéressant. On peut partir aussi d'un type de clientèle qu'on a identifié et dont on pense qu'on va être capable de leur apporter quelque chose qui leur rend service ou qui va leur plaire. Après, tout dépend évidemment de la proposition de valeur. Mais on peut aussi partir, et j'ai l'impression que c'est un petit peu votre cas à tous les deux, de ce qu'on sait faire et de ses propres ressources et de ses propres compétences. Donc je dirais que vraiment le point de départ, il est très contextuel. Ça dépend vraiment de qui on est. En revanche, ce qui est vraiment très important, et c'est là que je rebondis sur le terme de méthodologie ou de feuille de route que tu as dit également,
c'est de bien se rendre compte qu'une fois qu'on a attrapé le début, il va falloir ensuite construire en faisant attention à ce que tout soit cohérent et que les différents éléments aillent vraiment très précisément comme un puzzle en fait. Et que donc cette proposition de valeur, ça soit quelque chose qui va vraiment rendre un service incroyable au client qui l'attend, que les ressources et compétences dont on dispose, elles se permettent d'être vraiment unique, incontournable pour proposer cette proposition de valeur, et puis que ça apparaisse comme légitime aux yeux du client. Donc ces liens entre les différentes parties du triangle, en fait, sont particulièrement importants. Merci. On va peut-être juste repréciser quand même ce qu'on met derrière proposition de valeur, segmentation de clients, parce que pour vous, c'est peut-être très clair, mais ça mériterait peut-être qu'on l'explique aussi. Je ne sais pas, peut-être Audrey, est-ce que tu veux préciser peut-être ce qu'on met derrière Sophie parlait de proposition de valeur, j'ai entendu segment de clientèle aussi, peut-être repréciser ces éléments. Effectivement, la proposition de valeur, c'est pourquoi un client, un futur client, un client potentiel, viendra consommer dans votre entreprise. Donc consommer un produit ou un service. Mais pourquoi ce client viendra chez vous? Alors soit c'est une création d'entreprise et ce client va venir chez vous et changer ses habitudes de consommation par rapport à ses habitudes qu'il avait auparavant chez un concurrent. Ou alors vous êtes dans une reprise et cette proposition de valeur, il l'avait déjà avec le cédant. Donc c'est faire venir le client pour lui offrir un produit, un service qui correspond à ses attentes, qui correspond à ses besoins. Et en plus de ce besoin, le client va vouloir trouver quelque chose qui viendra en complément de ce qu'il va acheter. Et le petit plus, on parle toujours du petit plus qui fait que le client va venir chez vous plutôt que chez un concurrent. Donc c'est vrai que la proposition de valeur, comme disait Sophie, c'est un peu la colonne vertébrale, on la trouve au milieu, et que ça soit les clients, que ça soit ce que va acheter le client ou que ça soit le mode d'organisation de l'entreprise ou ses partenaires, il faut qu'on retrouve la proposition de valeur dans tous ces blocs ou ces pièces de puzzle, si on reprend un petit peu le terme de Sophie. Alors, Étienne, peut-être pour illustrer. Non, je voudrais juste compléter un petit peu, effectivement. La colonne vertébrale, proposition de valeur, par contre, attention, pour moi, il y a même un deuxième pied. Le deuxième pied, c'est qu'est-ce que je propose et surtout comment je vais le vendre. Parce que j'ai beau avoir... Je suis persuadé que ce qu'on fait, sinon j'aurais pas créé, c'est super, on est très bon, mais pour autant, comment je donne à voir? Comment j'arrive à toucher mes clients? Et ça, c'est extrêmement compliqué, parce que là, d'expérience aussi, on est persuadé d'avoir une proposition de valeur, je suis persuadé que ce que je fais, ça va fonctionner, j'ai déjà pu tester un petit peu le marché, je vois que ça fonctionne, pour autant, on a fait 5% du trajet. Parce que c'est pas parce que j'ai quelque chose, j'ai une valeur, je sens que je peux attirer des clients que les clients vont venir. Et tout de suite dans la méthodo, et je reprends tes termes de puzzle, et vraiment je suis très attaché moi à ça aussi, penser la création d'entreprise et penser la gérance d'une entreprise comme un grand puzzle où tout doit être cohérent. Ça c'est essentiel, vraiment avoir ça en tête. Et comment je fais pour aller toucher, comment je fais pour aller toucher des clients, comment je fais pour aller toucher les bons clients. Parce que j'ai beau avoir la meilleure proposition de valeur, le meilleur produit, si derrière je ne sais pas m'y prendre pour aller chercher les clients, ou si derrière, comme tu disais aussi, vous êtes de bons techniciens, vous faites, on est sur un métier, je suis bon dans ce que je fais, généralement, la partie commerciale, c'est pas là où on est le plus à l'aise. Et pour autant, c'est une partie essentielle. Parce que j'ai beau être très bon, si je ne sais pas vendre, si je ne rencontre pas mon marché, je ne fais rien. Je clôt cette petite parenthèse, mais ça me semblait essentiel de pouvoir le dire tout de suite. C'est important, le comment. BOFAS, c'est quelque chose, si on reprend ce que disait Étienne, le comment je le propose, ça a été quelque chose de difficile pour toi, peut-être pas, ou sinon, autre question, si ça n'a pas été le cas pour toi, comment toi tu as construit cette proposition de valeur? Comment tu t'y es pris? Eh bien, en fait, j'ai voulu apporter les services nécessaires en fait, à mes clients, recréer une proximité aussi avec les clients également. Et en même temps, c'était aussi de pouvoir répondre en fait, aux besoins des clients également. Parce qu'en fait, quand on rentre dans une épicerie asiatique, donc il y a les produits connus qui sont faciles d'accès en fait pour les clients. Mais parfois, ils se posent la question de savoir comment utiliser le produit. D'où pourquoi j'ai voulu associer un atelier culinaire derrière, justement pour pouvoir faire une démonstration du produit que je vends dans le magasin, pour ensuite expliquer l'utilisation
du produit. Donc toi, tu avais détecté une problématique d'un client ou de clients que tu rencontrais sur les épiceries asiatiques et tu l'as résolue avec ces fameux ateliers. Eh bien, donc, pour le coup, j'étais agréablement surprise parce que beaucoup de clients étaient justement en attente de ces ateliers culinaires. Et puis en même temps, enfin, recréer une proximité parce que, en fait, c'est vrai que j'ai très peu de concurrents dans l'agglomération dijonnaise et finalement, dans la zone de Quetigny, c'était une opportunité de s'y implanter. Et donc, du coup, les clients sont très ravis de me retrouver, en tout cas dans la zone commerciale. Merci Beaufort. Sophie, je me tourne vers toi. Les illustrations d'Étienne de Beaufort sont certainement intéressantes. Comment cette proposition de valeur, finalement, on l'a construite? On a entendu quelques exemples, mais est-ce que tu aurais des conseils à donner? Alors, je reviens sur ce qu'Étienne a dit. En fait, ça correspond à 2 briques du business model tel qu'on le représente avec ces 9 cases. On va certainement les passer en revue les unes après les autres. Et en fait, il y a effectivement une case qui correspond au fait d'apporter la valeur produite, proposée au client, à ce client. Et évidemment, en général, on appelle ça le mode de distribution, mais on peut élargir en parlant de mode de mise à disposition, parce que ça dépend vraiment... Quand tu donnes des ateliers culinaires, on ne parle pas de distribution, mais tu vas faire ton atelier et c'est une façon d'apporter la valeur au client qui l'attend. Et puis il y a une autre brique qu'on représente en général au-dessus, qui est la façon dont on communique avec le client pour qu'il sache que cette valeur qu'il attend désespérément, elle existe quelque part et que c'est justement notre entreprise qui est capable de la proposer. Donc ces 2 briques-là, je suis heureuse que tu en aies parlé parce que c'est vraiment des éléments qui vont là aussi, comme un puzzle, venir mettre en relation le client d'un côté et la proposition de valeur de l'autre. Donc c'est tout à fait intéressant. Et je reviens aussi sur ce que tu disais sur la façon dont tu as fait évoluer finalement ton modèle d'affaires, ton business model. Tu avais ciblé des clients et tu t'es rendu compte qu'ils avaient un besoin que tu ne satisfaisais pas encore. Et donc tu as fait évoluer ta proposition de valeur en ajoutant un service complémentaire qui a permis de encore mieux adapter la proposition de valeur aux clients qui étaient les tiens finalement. C'est ce que tu évoquais aussi, Étienne, c'est-à-dire que le modèle d'affaires va bouger, certainement évoluer plein de fois dans la vie d'une entreprise, d'une création bien sûr, mais peut-être même après. Oui, alors ça me permet aussi de dire un élément que j'avais en tête. Le modèle d'affaires, tout ce qu'on va structurer, grosso modo, moi j'aimais bien dire ça, et notamment à mon associé, de dire on essaie de donner des certitudes dans quelque chose qui est par essence incertain. Et à chaque fois, il m'interrogeait en disant mais on est sûr de ça? Je lui disais non, bien sûr que non, on n'est pas sûr. De toute façon, on ne peut jamais être sûr. On essaie juste de lever un petit peu le brouillard de guerre. On essaie de lever un peu on essaie de se dire, voilà à peu près où je voudrais en être. Tiens, c'est rigolo parce qu'hier matin, c'est ce qu'on a fait pour 2025. On s'est dit, tiens, on va faire un petit peu de prévisionnel. Qu'est-ce qu'on a? Quel marché on a pour 2025? Qu'est-ce qu'on essaie d'anticiper? Mais on n'est sûr de rien. En fait, on se donne de la méthodo pour essayer de se rassurer. On essaie de présenter ça auprès des banquiers. On essaie de présenter ça auprès des financeurs, de partenaires, en disant, regardez, j'ai un super modèle. On est persuadé quand on y arrive, puis après, quand on démarre, ma foi, c'est de l'adaptation permanente. Et le travail de chef d'entreprise, c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête. On est dans de l'adaptation permanente. Parce que, proposition de valeur, j'ai une super valeur, j'ai un super produit, par contre, je ne rencontre pas mon marché. Mince, qu'est-ce que je fais de mal? Comment je peux m'adapter? Là, ce que tu fais, nous, on fait à peu près la même chose aussi. On a créé des ateliers de sensibilisation. On fait des ateliers de sensibilisation sur lesquels, à la base, on disait, c'est un vrai produit, ça va nous permettre d'en vivre. On reprend un petit peu, on se dit, mais ce qu'on propose, tel que je vous l'ai présenté, je vous dis j'interviens sur le handicap, la santé mentale. J'imagine que déjà vous avez vaguement en tête ce qu'est le handicap. Santé mentale, je pense que je vous ai perdu. Trouble psychique, c'est même plus la peine. Si on ne se donne pas à voir par des jeux, par des ateliers, on ne rencontre jamais notre marché. Et on s'est dit, maintenant, finalement, plutôt qu'un produit, on en fait un levier pour aller rencontrer exactement comme ce que tu as fait, finalement. C'est là où c'est assez rigolo. On essaie de trouver notre marché et de pouvoir aller identifier. Mais on s'adapte en permanence. Et voilà, là, sur ce qu'on avait prévu, une des parties les plus compliquées, moi je reviens beaucoup dessus, c'est comment communiquer. Ça c'est vraiment, j'insiste pour les potentiels créateurs qui nous regardent, généralement on l'a vraiment peu en tête cette partie. On se dit ce que je propose, cette fameuse proposition de valeur, va se suffire à elle-même. J'en ai parlé à mon beau-frère, j'en ai parlé à mon cousin, il trouve ça super. Ah oui, mais le beau-frère et le cousin... C'est pas forcément mon client. Et généralement, ils ne nous permettent pas de vivre sur une année. Donc c'est un peu limité. Alors ça dépend du beau-frère. Mais voilà, le plus important, c'est vraiment réussir à se projeter par rapport à ça. Comment est-ce que je suis suffisamment outillé, suffisamment structuré pour ne pas juste me limiter à mon savoir-faire, mais comment le faire savoir? Je peux peut-être ajouter en tout cas mon quotidien de conseillère en entrepreneuriat, c'est vrai que le business model, on pose l'idée de départ,
Donc c'est vraiment un business model de l'idée de départ, de ce qu'on a en tête. Et puis au fur et à mesure du travail qu'on va faire sur le projet, on va passer par l'étude de marché, par poser la stratégie, le positionnement, etc. Ce business model, il va évoluer. Et on se rend souvent compte dans l'accompagnement que le business model de départ est différent du business model à l'arrivée. Et ce business model d'arrivée sera encore différent quand vous allez démarrer l'activité, après 1-2 ans de vie de l'entreprise. Donc voilà, c'est un support qui est en perpétuelle évolution et qui va changer, être modifié à chaque fois que vous aurez de nouvelles idées ou que le marché va aussi, lui, évoluer de son côté. Merci pour ce témoignage, Audrey. Je voudrais qu'on revienne, vous l'avez un peu cité, vous avez parlé de blocs tout à l'heure, de schématisation, Sophie l'a dit tout à l'heure. Est-ce que, je reste sur toi Audrey, est-ce que peut-être les créateurs qui nous regardent, il existe des outils pour commencer à le travailler, à le regarder, à le challenger, ce modèle? Alors, en tout cas, à la CCI Sondu, on utilise le business model Canva. Donc, alors souvent, on préconise aux porteurs de projet de l'imprimer sur une feuille A3, voire même plus grand, s'il a la possibilité. Et de venir y mettre, si c'est plus grand, des post-it dans ce business model, parce que comme on dit, il va évoluer, donc on va changer des choses. Ou alors de le faire au crayon de papier, parce qu'on va gommer, on va ajouter des éléments. On peut aussi faire dans ce business model, alors qui se compose, je vais parler des 9 blocs sur 4 grandes dimensions. On viendra donner le détail des 9 blocs. Mais en tout cas, on a 9 blocs avec 4 grandes dimensions qui sont les clients, l'offre, l'infrastructure et les éléments financiers. Et on peut avoir des éléments différents dans ces 9 blocs selon le segment de client. Donc on peut aussi utiliser des couleurs différentes selon les segments de clients qu'on va détailler dans le bloc client. Donc voilà, c'est une première préconisation. Il y en a qui existent sur Internet. En tout cas, un business model vierge, en le tapant sur les réseaux, vous allez le trouver assez facilement. Et puis on le mettra dans le chat de l'atelier pour que vous le retrouviez. Sophie, je me tourne vers toi. Cet outil du business model Canva, c'est aussi des choses que tu utilises qu'on peut utiliser quand on est créateur d'entreprise, ou est-ce que tu as d'autres outils éventuellement proposés? Il y en a des tas. Okay. Des représentations du business model, il y en a des tas. Nous, on utilise également beaucoup le business model Canvas par son côté, exactement ce que tu as décrit, c'est-à-dire que ça permet de s'amuser à faire bouger des éléments, etc. Parce que je reviens sur ce qu'on disait précédemment, le business model, il va évoluer en permanence et c'est nécessaire. Ce à quoi il faut faire attention, c'est à ne pas perdre cette cohérence des différents éléments les uns avec les autres. Parce que sinon, s'il y a juste un morceau du business model qui évolue et que le reste n'évolue pas, on va vite se retrouver avec un écart qui rendra le business model moins efficace. Et donc, les différents blocs, on a effectivement, comme le disait Audrey tout à l'heure, la proposition de valeur qui est au milieu, donc la valeur qu'on propose d'apporter au client. On a le bloc du client qu'on cible, et quand on le cible, c'est qu'on le cible. C'est-à-dire que c'est vraiment à celui-là qu'on pense quand on pense à la valeur qu'on apporte, quoi. On a la façon dont on communique avec lui, donc c'est un des blocs qui est entre les deux, et puis la façon dont on met à disposition la valeur pour le client. Et puis du côté de l'infrastructure, l'organisation, donc sur la partie gauche du business model, on va avoir les ressources et les compétences dont je parlais, qui sont les ressources et les compétences de l'entrepreneur, de l'entreprise dont elle dispose justement pour faire exister la proposition de valeur. Et puis on a un bloc des partenaires qui sont tous ces acteurs qui vont proposer ou chez qui on va aller chercher les ressources et les compétences dont on ne dispose pas en interne, parce qu'on ne peut pas tout avoir et tout faire. Ce qui est important, c'est de choisir ceux sur lesquels on va vraiment se différencier, de les avoir en interne. On ne sous-traite pas son avantage concurrentiel. Et puis on a un dernier bloc qui représente l'organisation qu'on a choisie pour mettre tout ça en musique. Et tu parlais des éléments financiers, donc c'est la ligne du bas dans la représentation du business model Canvas. Et donc d'un côté, on regarde les coûts, et en particulier la structure des coûts. Et moi j'invite les porteurs de projets à en particulier faire la différence entre les coûts fixes qu'il faut de toute façon payer, et puis les coûts variables qui dépendent de la production. Et puis, on a la façon dont on va gagner de l'argent avec tout ça. Et là encore, il faut avoir une cohérence très, très précise entre ces différents éléments.
Donc ça permet d'avoir un schéma assez complet finalement de l'entreprise qu'on veut monter. Et effectivement, souvent quand on parle de business model et qu'on l'aborde au début, le porteur de projet, il est un peu réticent à parler chiffres à ce moment-là, parce que pour lui, c'est une première idée. Il sait bien ce qu'il va vendre, à qui, comment, mais combien il va le vendre et puis combien ça va lui coûter, il n'en est pas là. Donc sur ces deux cases du bas au niveau du business model, c'est vraiment de mettre des premiers éléments. Et puis selon le projet, je pense que dans vos exemples, vous pourriez nous le dire, selon le projet, on saura de toute façon ce qui va nous coûter de l'argent et ce qui va moins nous en coûter et ce qu'on va vendre, en tout cas si on vend un produit ou un service. Bofa, je me tourne vers toi sur ce sujet des coûts, des revenus qu'évoquaient Audrey et Sophie. Comme le dit Audrey, c'était très flou au départ pour toi ou finalement tu savais déjà où tu allais sur ces questions de chiffres? En fait, j'avais déjà en tête ce que je voulais faire, en tout cas au niveau des prix de vente, par exemple. Et après, donc, du coup, moi, j'avais demandé aussi à être accompagnée par justement un conseiller de la CCI, justement pour bien vérifier que mes chiffres étaient bien cohérents. Et donc, voilà, tout ce qui était coût variable, coût fixe, pour moi, en tout cas, c'était pas si inconnu que ça. Étienne, de ton côté, c'était quelque chose de flou. C'est comme le disait Audrey au début, tu n'étais pas du tout là-dedans. Comment tu as abordé ça? Sur les coûts, j'y reviendrai juste après. Il y a quelque chose que je voudrais dire là. Sur ce que nous ont présenté nos deux expertes, c'est très important, mais je tiens à intervenir. Je vois de potentiels créateurs qui sont en train de se déconnecter. Ne vous déconnectez pas. Pourquoi? Parce que tout ça, effectivement, ça semble très complexe. Quand on est dedans, on a nos premiers rendez-vous, on nous dit tiens, il va y avoir Canvas, tu vas voir, ça va être super. Après, va voir sur Internet, il y a plein de modèles qui existent. Je me replonge 1 an et demi en arrière où j'allais sur différents sites. Je dis waouh, c'était sympa. Et puis j'ai un peu procrastiné. Je me dis oh là, c'est compliqué, il y en a dans tous les sens, jusqu'à trouver finalement le bon outil. Mais plus que le bon outil, c'est jusqu'à se lancer. Et je suis tombé sur l'outil, je ne sais pas si vous l'utilisez encore à la CCI, CCI Business Pro, CCI, comment il s'appelle, Nicolas? CCI Business Builder, je crois. Voilà, CCI Business Builder qui finalement, en fait, j'ai suivi bloc après bloc, tout simplement, bloc après bloc, et ça me semblait important et essentiel. Et je vais y revenir à ta question juste après, tu vas voir, c'est très habile, de se dire que le coût, c'est pas ce qu'il y a de central au démarrage. Au démarrage, le coût, on le voit à la fin. Comme toute bonne gestion de projet, de toute façon, le coût des contraintes financières, ce qui vient, on le laisse à la fin. Qu'est-ce que je veux faire? Comment je veux le faire? J'ai suivi bloc après bloc, j'ai commencé à avancer. Ce que disait Sophie aussi, quand j'avançais et que je me disais « Oh là là, je sens que je fais fausse route » ou alors j'ai bougé un aspect, on rebougeait un petit peu tout. C'est un peu long, mais en même temps, moi, ça m'allait bien parce que j'étais relativement autonome sur le sujet. Et puis moi, ça m'a permis, j'ai passé de nombreuses soirées là-dessus. Ça m'a amusé. Alors, je ne sais pas si ça a amusé beaucoup de personnes, mais... Oui, je confirme, effectivement, on passe nos soirées... Est-ce que tu t'es amusé comme Étienne? Oui, c'était comme un... Après, c'est assez ludique, et l'outil est plutôt bien fait, ce qui fait qu'en fait, on fait évoluer quelque chose. Après, ça nous amène une idée en disant il faut que je reprenne ça, il faut que je revoie ça. Et au final, ces grands blocs, quand ils sont exposés par le conseiller en création, par des experts, on nous en parle comme ça. Ça ne nous parle pas parce qu'on n'est pas dedans, c'est impossible. Par contre, je vous le dis, allez voir, allez tester les outils et prenez le temps. Et en plus, alors il y a des petites vidéos qui vous permettent de bien comprendre tous ces blocs. Et à chaque fois, il y a des exemples et des questions qui vous sont posées pour pouvoir compléter le bloc. Il y a les questions. Après, les vidéos, il y a 2 types de personnes. Il y a les personnes qui, quand ils ont un jouet Kinder ou quand ils ont quelque chose de nouveau, ils regardent la notice. Et il y a les personnes qui, comme moi, font et se rendent compte que il faut tester par soi-même. Voilà, effectivement. Regardez les vidéos, c'est pas... Mais voilà, ça veut dire qu'avec les petites questions, effectivement, c'est très bien fichu. Et donc voilà, tout ça pour dire, après, structurer le coup, on le voit à la fin finalement. Finalement, c'est une fois que j'ai tout positionné, que je me dis à qui je m'adresse, comment je fais, quelle est ma proposition de valeur, sur quoi je m'appuie, quels sont mes concurrents, où est-ce que je veux aller, et c'est à la fin qu'on va le déterminer, ce fameux coup. C'est à la fin qu'on essaie de voir ça. Et contrairement à ce que je ne sais plus qui disait, moi je ne voulais pas parler chiffres au début, moi je suis arrivé, je voulais tout de suite parler chiffres. Est-ce que mon projet il est viable ou pas? Mais c'était pas forcément, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. Il faut prendre le temps vraiment de tout pouvoir reposer et ensuite de pouvoir travailler son business model et vraiment l'aspect financier. Je me souviens encore quand j'ai rencontré Adrien, un excellent conseiller, une fois de plus de la CCI, c'était vraiment à la toute fin. À la toute fin où on s'est dit, voilà, et si on le fait trop tôt, de toute façon, il va falloir tout reprendre et le côté financier, c'est chiant et c'est un peu lourd. Donc,
Si on peut ne pas avoir à le reprendre 40 Mais fois, c'est je trouve que nécessaire à un moment Oui, donné. oui, mais il faut le faire à un moment donné, mais qu'on ait bien tout structuré avant. Bon, sur le financement et sur comment construire cette partie financière, il y aura un atelier dédié, je vous invite à le regarder si le sujet vous intéresse. Une question peut-être à tous les quatre, on verra qui veut y répondre en premier. J'ai l'impression qu'on est beaucoup sur le papier, à écrire des choses. Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'être sur quelque chose de trop théorique et d'imaginer finalement quelque chose d'un peu parfait alors que ce n'est pas la réalité? Comment on arrive à prendre cette distance? Comment on arrive à vérifier finalement que c'est pas si mal que ça ce que j'ai écrit? Je vais peut-être juste démarrer après, je te laisse Sophie. Je pense qu'au début, on est dans un monde plus que parfait. Parce que, en tout cas, moi, dans l'accompagnement, je dis ne vous bloquez sur rien, mettez tout ce que vous avez envie de mettre dans ce business model. Et c'est la continuité de l'accompagnement en passant par l'étude de marché, la stratégie et les éléments financiers qu'on viendra affiner ce business model. Donc au début, oui, c'est effectivement tout beau. Voilà, on est vraiment sur quelque chose qu'on a envie de développer. Alors on arrivera à quelque chose qu'on a envie de développer et créer, mais qui correspond à ce qui se passe sur le marché et aux attentes des clients et aux besoins des clients. Donc il y a les deux volets en tout cas sur le business model. Merci Audrey. Sophie, j'ai vu que tu voulais réagir. Oui, disons que, en fait, nous, ce qu'on dit à nos étudiants, c'est aller le plus vite possible sur le terrain. Et en particulier, je parlais de cohérence entre les différents éléments. J'avais commencé avec la proposition de valeur d'un côté et le client de l'autre. Et on se fait souvent des idées fausses, en tout cas biaisées par nos propres jugements de ce qu'un client attend. Et donc, il ne faut pas attendre avant d'aller lui poser la question pour vérifier que c'est bien ça qu'il attend et dont il a besoin, pour vraiment affiner et adapter la proposition de valeur à ce qu'il attend réellement. Donc nous, ce qu'on dit à nos étudiants, c'est ce qu'on appelle le design thinking. Je ne sais pas si vous connaissez ça. En tout cas, on dit à nos étudiants, allez tout de suite voir, rencontrer les clients, discuter avec eux, faites-vous une idée de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils attendent, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui leur manque, et configurer, améliorer, modifier votre proposition de valeur en fonction de ce que vous aurez perçu. Et une fois que vous avez construit quelque chose, allez leur montrer, demandez-leur si c'est vraiment ça qu'ils veulent, si ça leur convient, etc. Donc cette démarche avec le terrain, alors c'est vrai surtout avec des étudiants, parce que les étudiants, ils sont confortablement dans leur salle de classe, ça les protège de la vraie vie, et donc on les pousse pour qu'ils sortent de cette protection. Mais je pense que tout entrepreneur a intérêt à aller vraiment voir tout de suite sur le terrain ce que son client attend. Oui. Bofa, Étienne, c'est une démarche que vous avez faite quand vous étiez en phase de création, c'est-à-dire sortir assez vite comme ça et aller confronter vos idées auprès de futurs clients? Eh bien, en fait, j'ai fait tout simplement une enquête pas une enquête de satisfaction, mais une enquête terrain justement pour savoir en fait ce qu'attendent les clients potentiels. Et donc du coup, ce qui manquait éventuellement dans une segmentation d'épicerie asiatique. Voilà, tout simplement comme ça. Merci Bofa. Toi Étienne, de ton côté? C'était un peu différent dans le sens où moi j'avais déjà une idée assez précise de segmentation et j'avais un segment sur lequel je savais que j'avais une offre qui allait fonctionner. Segment de l'économie sociale et solidaire, toutes les structures qui gravitent autour de l'insertion. Je suis plutôt connu sur le sujet, on est plutôt connu avec Denis sur le sujet, sur tout ce qui va être problématique de santé mentale, accompagnement à l'insertion, un segment qui allait fonctionner. Pour autant, l'idée c'était de se dire, on voulait creuser d'autres segments, on voulait pouvoir ne pas se limiter à juste une seule typologie de clientèle, et comment être persuadé que ça va fonctionner? Pour moi, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est de travailler un pitch. Travailler un pitch pour pouvoir aller rencontrer de potentiels clients, se dire comment est-ce que je présente mon entreprise, comment je la présente de façon très synthétique, de façon un peu moins synthétique, et comment j'arrive à imprimer et à faire comprendre ce que je fais. Ça paraît tout bête en le disant, mais ça, c'est vraiment un exercice sur lequel, avec Denis, donc mon associé, on s'est beaucoup entraîné, en disant, mais qu'est-ce qu'on doit mettre en avant, comment est-ce qu'on le fait, et sur lequel on s'interroge encore maintenant. On s'interroge continuellement, parce que c'est pas si facile que ça de rencontrer son marché, c'est pas si facile quand on décroche un entretien avec un client, de tout de suite être percutant, de tout de suite pouvoir montrer ce qu'on sait faire, surtout sur nos métiers très immatériels, sur de la formation du conseil. On n'est pas les seuls à le faire, il faut tout de suite être percutant et tout de suite réussir à trouver la bonne accroche. Et ça, vraiment, le conseil que je peux donner aux potentiels créateurs, c'est de s'entraîner très rapidement à pouvoir tester ces phrases d'accroche, tester comment est-ce que je vais aborder un client.
Et sur ce test, pendant qu'on est sur ce sujet, tu dirais quoi? Tu dirais qu'il faut s'entraîner sur des futurs clients, sur des gens qui n'ont pas forcément d'intérêt dans ton activité. Comment tu t'y es pris, toi, du coup? Alors, une fois de plus, on a une activité quand même très particulière. Hein. Alors, j'ai tenté de m'adresser auprès de ma famille. Mes enfants qui ont 8 et 10 ans, bon, ils ne comprenaient pas grand-chose. Je me suis dit, tiens, je ne suis pas bon. Après, je me suis dit, ah, c'est peut-être eux qui ne sont pas très, Dans la cible. qui sont pas suffisamment dans la cible. Donc, effectivement, il faut pouvoir s'adresser à tout un chacun. Et quand on a une activité très particulière comme la mienne, c'est s'adresser à de potentiels prospects. De toute façon, bien savoir que dans un premier temps, au démarrage, et je le redis, hein, l'activité commerciale, généralement, c'est pas la plus facile. On rechigne un peu à y aller. Moi, au démarrage, j'ai beaucoup appris en plus d'un an, hein, de se dire au démarrage, ah, j'ose pas prendre mon téléphone, j'ose pas appeler, j'ai peur de déranger. On finit par apprendre que de toute façon, sur toutes les prospections qu'on fait, au pire, on passe pour quelqu'un d'un petit peu lourd. Ben, c'est pas grave, c'est mon métier. Sans ça, je vis pas. Donc, il faut que je teste et tester auprès de potentiels clients. Après, toujours pareil, on tente de segmenter. Ce client-là, je veux absolument l'avoir. C'est peut-être pas sur lui que je vais tester en premier. Merci pour ce témoignage. Tu as évoqué la segmentation client. Vous êtes plusieurs à l'avoir dit. C'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde. C'est quoi une segmentation client et comment on l'a fait? Comment j'aborde ça, Audrey? Alors moi, je dis toujours aux porteurs de projets, vous ne pouvez pas vendre à tout le monde. Parce que quand on vend à tout le monde, à un moment donné, on va vendre à personne. Donc il faut qu'on puisse identifier des segments de clients, donc des typologies de clients. Et pour pouvoir identifier ces typologies de clients, il faut qu'on ait une méthode de segmentation. Est-ce que ce client, il est segmenté parce qu'il va acheter mon produit en lien avec son prix, ou en lien avec la qualité que je lui offre sur le produit, ou en lien avec le comment je vais toucher le client pour qu'il vienne consommer mon produit. Donc j'ai plusieurs possibilités de segmenter mes clients. Je peux aussi avoir des segments de clients beaucoup plus larges. Et c'est vrai qu'on peut commencer à parler de ça avec le porteur de projet en phase de démarrage d'accompagnement. Déjà, est-ce que vos clients sont des particuliers ou des professionnels? Est-ce que dans les professionnels, c'est des entreprises ou des collectivités? Et déjà là, on touche et on aborde la segmentation client. Donc voilà, c'est de se dire, il est impératif dans le travail sur la cible, hein, on parle de cible, de segmenter différentes cibles et surtout d'avoir un cœur de cible. Donc ce cœur de cible, c'est une vingtaine de pourcents de clients avec qui je vais faire plus de 80% de mon chiffre d'affaires. Donc voilà, ayez bien en tête de segmenter vos clients et de vous dire, je ne peux pas vendre à tout le monde, donc il faut que je choisisse parmi ces tout le monde à qui je vais pouvoir vendre mon produit, mon service. Donc beaucoup de précision, oui. C'est ça que tu essayes de dire. Ouais. Ok. Sophie, tu rejoins un peu ce que dit Audrey sur cette segmentation? Tout à fait. Et j'aime beaucoup le fait de dire vous ne pouvez pas vendre à tout le monde. Et ça amène vraiment l'idée qu'on va cibler ce fameux cœur de cible des 20% de clients à qui on s'adresse plus particulièrement. Si je reviens à ce que je disais au départ, on va essayer de régler leurs problèmes à eux ou de satisfaire leurs attentes à eux, de montrer qu'il n'y a que nous qui pouvons le faire, que vraiment on est incontournable là-dessus, qu'on a les ressources, les compétences, que c'est vraiment... Et il faut bien se rendre compte qu'en fonction du type de client qu'on va choisir de cibler plus particulièrement, tout le reste du modèle d'affaires va changer. Parce que ce qu'on propose à l'un... Si je reprends ton exemple, tu es parti avec l'idée de vendre des produits asiatiques. Je vais peut-être caricaturer un petit peu, mais tu vends des produits asiatiques à des gens peut-être qui veulent de temps en temps s'en servir, etc. Puis tu t'es rendu compte que dans tes clients, il y avait des gens qui voulaient aller plus loin, qui voulaient être capables de faire vraiment de la cuisine asiatique de façon plus approfondie, et tu leur as proposé un autre service. Donc c'est vraiment, on fait évoluer son modèle d'affaires en fonction de ce qu'on va apporter aux clients qu'on a ciblés. Sachant qu'on ne peut pas effectivement toucher tout le monde parce que sinon on ne touche personne. Je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est quand je parlais tout à l'heure d'utiliser différentes couleurs selon les segments de clients différents. Effectivement, on ne va pas avoir peut-être la même proposition de valeur pour un segment de clients par rapport à un autre. Et je me limite sur le nombre ou je peux y aller? Alors moi, au début, quand on commence à travailler le business model, c'est lâchez-vous et je ne me limite pas. Et effectivement, quand je vais aller sur le terrain et que je vais rencontrer des clients, que je vais voir aussi ce que vont faire les concurrents, là, je vais commencer un peu à me limiter. Parce que aussi, on ne va pas communiquer de la même manière selon le segment de clients. Donc la communication, pour qu'on ait une bonne communication, il faut aussi
il faut aussi avoir une communication structurée, donc qui coûte un peu d'argent. Donc voilà, si on veut être pertinent sur certains segments de clients, après on va être obligé de faire un choix. Sophie, Audrey, peut-être plus vous, puis je vous laisserai Étienne Boffa compléter éventuellement. Est-ce que sur les étudiants que tu rencontres, les porteurs de projets que tu vois, est-ce qu'il y a des erreurs un peu classiques qu'on fait quand on commence à travailler ce modèle d'affaires? Quelle est l'erreur un peu classique que tu vois? Moi, j'ai envie de dire, l'erreur classique, c'est je freine un peu, je vais pas tout mettre. Parce que si je mets tout, à un moment donné, je vais me tromper ou je ne serai pas cohérent avec ce que j'ai déjà posé. Donc, c'est de ne pas avoir envie de tout écrire. Alors que le porteur de projet, il a souvent beaucoup de choses, il est très renseigné, il a déjà discuté de son projet avec beaucoup de monde. Donc, c'est de se freiner dans ce qu'il va écrire sur ce premier business model et qui, du coup, n'apparaîtra peut-être pas à la fin, alors que c'était une super idée. Donc, lâchez-vous sur le premier business model et le terrain, l'étude de marché feront effectivement qu'on arrivera à un business model cohérent avec une proposition de valeur qui est au centre de ce business model. L'entonnoir que citait Étienne tout à l'heure. Effectivement. Sophie? Je vais enchaîner en fait parce que moi, je crois vraiment, en tout cas chez nos étudiants, la plus grosse erreur, c'est de ne pas aller vérifier sur le terrain que les hypothèses qu'on a fait dans la salle de classe étaient les bonnes. Et beaucoup de nos étudiants partent de leurs propres besoins et en s'imaginant que leurs futurs clients ont les mêmes. Ça peut être le cas comme ça peut ne pas être le cas. Donc aller sur le terrain pour vérifier que c'est vraiment ça que le client attend et ça c'est une deuxième erreur que les étudiants font parfois, que vous êtes la personne légitime pour proposer cette valeur à ce client, à ses yeux, qu'il va penser à vous naturellement, que vous avez les compétences et que ça se voit pour pouvoir proposer cette valeur-là. Merci. Et je vais vous poser une toute dernière question à vous quatre. Je vais la poser, et je l'ai déjà posée aux intervenants qui étaient déjà venus sur les ateliers. Je vais le faire sur tout Vitacrea. Je vais vous demander un conseil, pas forcément sur le business model, un conseil que vous auriez de par votre expérience, votre vécu, votre accompagnement que vous faites au quotidien, que vous donneriez aux créateurs, repreneurs qui nous regardent. Étienne, si on commence par toi. Ça commence par moi. Un conseil tout simple, doser. Doser tout simplement, parce que tout ce qu'on est en train de se dire là, c'est de se dire, je l'ai déjà dit, mais comment est-ce que j'arrive à donner de la certitude dans quelque chose qui est par nature incertain? La création d'entreprise comporte un risque. Il y a un risque, c'est comme ça. Par contre, je l'assume ce risque et si vraiment je veux tester, la meilleure façon de le savoir, se confronter au terrain, tester son pitch, mais tant qu'on n'a pas créé, de toute façon, on ne saura pas. Donc si vous avez une idée en tête, assurez-vous bien d'avoir tout structuré avant, parce que le risque, il est où? Il est financier, tout simplement. C'est de se dire, si je structure bien la partie financière, il faut oser, et après, pour savoir si ça fonctionne, il n'y a pas 50 façons de le faire. Merci Étienne. Audrey? Alors, moi, je vais conseiller aux porteurs de projets de se faire accompagner. On est vraiment là, que ce soit les chambres de commerce, les chambres de métier ou d'autres structures d'accompagnement. On est là pour vous aider à avancer dans votre projet. Donc, pour moi, c'est indispensable de se faire accompagner dans son parcours à l'entrepreneuriat. Merci Audrey. Boffa, un conseil? Je rejoins un peu Étienne. Donc effectivement, il faut savoir oser. Et puis surtout ne jamais rester seul. Et moi, je rejoins également sur le fait que faut se faire accompagner. Ne pas hésiter aussi à faire la formation en création d'entreprise. D'accord. Parce qu'elle est tout de même nécessaire, même si j'avais les connaissances. Et puis, oui, savoir prendre les risques aussi. Donc, voilà. Merci Boffa. Sophie, un conseil? C'est difficile de donner un conseil supplémentaire parce que je rejoins vraiment ce qui a été dit, de oser, de se faire accompagner, de ne pas rester seul. Moi, je dirais peut-être c'est l'occasion de faire quelque chose qui est important pour vous. Alors c'est sans doute très très adapté à mes étudiants, mais je pense que dans la motivation qui t'a fait créer, c'est parce que c'était quelque chose qui te tenait à cœur et que quelque part tu t'es dit c'est ça que je vais apporter moi. Et ça c'est vraiment super important. On ne trouve pas forcément cette satisfaction-là dans un travail salarié, mais là on est à l'origine de tout, donc on peut faire les choses qu'on pense utiles et importantes. Après ça marche ou ça ne marche pas, mais au moins on a contribué. Encore merci à tous les quatre, merci pour vos conseils, vos partages d'expérience. J'espère que ça vous aura inspiré, vous qui nous regardez, donné des pistes concrètes pour structurer votre propre modèle d'affaires. Aujourd'hui,
On a vu que concevoir ce fameux business model, ce modèle d'affaires, c'est plus que de rassembler des chiffres, hein. Ça implique une vision, une compréhension de votre proposition de valeur, une connaissance approfondie aussi de vos clients, de sortir, hein, ça a été aussi beaucoup dit, à la rencontre de votre marché, une réflexion sur la manière de générer aussi des revenus. Donc on va conclure maintenant cet atelier. Je vais vous inviter à prendre un moment pour réfléchir aux pistes que vous souhaitez vous-même approfondir, hein, pour construire, affiner votre modèle économique. Parce que la structuration de ce modèle d'affaires, c'est un atout qui est essentiel pour aborder votre marché avec confiance. Et vous pourrez suivre notamment un atelier sur l'étude de marché mercredi, qui est la phase suivante, hein, dans la méthodologie de projet qui a été évoquée ce matin. Donc merci à vous, hein, on retrouvera cet atelier à 10h. N'hésitez pas à vous inscrire, que ce soit aux sessions VitaBoost dont Audrey parlait tout à l'heure, mais aussi aux ateliers qui arrivent encore sur cette semaine. Maintenant, je vais vous proposer de faire une courte pause avant notre prochain atelier qui va débuter à midi. On va aborder un sujet qui est important, technique aussi, hein, c'est la sécurisation des paiements et puis tout ce qui a trait à la cybersécurité de votre jeune entreprise. Donc à tout à l'heure, prenez un café, revenez en forme et on se retrouve d'ici quelques minutes.